Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est samedi 18 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Marandi, est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur Marandi. Salut Nima, comment tu vas? J'espère que tout se passe bien de ton côté. Ici, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la guerre. Oui, commençons par ça, professeur Marandi. On a appris hier que tout à coup, le ministre des Affaires étrangères iranien a annoncé que le détroit était ouvert et que les navires commerciaux pouvaient le traverser, d'après ce qu'il disait dans ce tweet. Et puis, Donald Trump a publié toute une série de messages avec, disons, beaucoup d'accusations selon lesquelles l'Iran serait en train de capituler. D'après ce qu'il affirmait dans ses tweets, l'Iran aurait complètement cédé. Et aujourd'hui, on apprend que le détroit serait en fait fermé, ou que l'Iran contrôlerait le trafic dans le détroit d'Ormuz. Apparemment, c'est limité. Quelle est la situation actuelle? Eh bien, vous avez raison. Nous avions un accord avec les Américains, un cessez-le-feu global. C'était quoi, il y a 10-11 jours? Quelque chose comme ça. Et puis Netanyahou, si vous vous souvenez, a lancé ses bombardements massifs sur les villes, massacrant des centaines de personnes, même dans des quartiers qui ne soutiennent pas la résistance. C'était, vous savez, un massacre à grande échelle. Et bien sûr, les médias occidentaux ont essayé de présenter ça comme des frappes contre des bastions du Hezbollah, contre des cibles du Hezbollah. J'ai d'ailleurs parlé à 2 journalistes occidentaux à Beyrouth. Ils voulaient, disons, une petite phrase de ma part, 1 ou 2 phrases pour leur reportage. Je leur ai demandé pourquoi vous écrivez « bastion » ou « bastion du Hezbollah ». Les cibles du Hezbollah, vous savez, ce sont toutes des cibles civiles. Et les deux ont plus ou moins dit la même chose. Ce n'est pas nous, ce sont nos rédacteurs. J'ai répondu que ça ne change rien. Votre nom est dessus. Et par votre silence, par le fait d'accepter ça, vous êtes complice de ces attaques génocidaires. Donc, les médias occidentaux, à Beyrouth, et certains journalistes collaborent avec le régime israélien. Mais le point essentiel, c'est que Netanyahou a violé le cessez-le-feu. Il voulait le faire échouer. C'est évident. Et tout le monde, partout dans le monde, doit garder ça en tête. Cette guerre a été déclenchée par le régime israélien et par le régime Trump. Et la catastrophe économique qui nous attend, c'est à cause d'eux. Et puis enfin, il y a 10 ou 11 jours, peu importe, on avait trouvé un accord. Le Liban en faisait partie pour que le massacre s'arrête. Et puis, l'Iran devait rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais au Liban, Netanyahou a violé l'accord. Donc l'Iran n'a pas ouvert le détroit d'Ormuz. Quand nous sommes allés à Islamabad, il était évident que Vance n'avait pas l'autorité pour négocier, parce qu'il passait son temps à passer des coups de fil. Les Iraniens, eux, avaient le pouvoir de négocier, et il a dit que d'autres dirigeants américains lui rendaient compte chaque jour. Franchement, on pourrait penser que ça aurait fait scandale. Mais non, il n'avait pas l'autorité. Et au final, les États-Unis n'ont fait aucun vrai progrès avec l'Iran à la table des négociations. Parce que, encore une fois, les Israéliens ne le voulaient pas. La crise qui continue, la crise énergétique qui s'aggrave depuis 10 ou 11 jours, c'est encore à cause de Netanyahou. C'est encore à cause des sionistes. On aurait pu alléger la crise économique en rouvrant le détroit d'Ormuz, mais il a violé l'accord et il a bloqué les discussions à Islamabad. Ensuite, après le cessez-le-feu, comme l'Iran continuait à faire pression sur les Américains, il a gardé le détroit d'Ormuz fermé pour pousser les États-Unis à mettre fin à ce bain de sang au Liban. Et il y a 2-3 nuits, c'était censé se produire. 3 nuits plus tôt, je crois que c'était prévu. Netanyahou ne l'a pas fait. Le lendemain, l'Iran a lancé de nouvelles menaces, notamment frapper Israël ou des cibles israéliennes, des cibles du régime israélien, peut-être au Liban. Je ne suis pas tout à fait sûr,
Mais je pense que ça a fait pencher la balance avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Et le régime a accepté le cessez-le-feu. Bien sûr, il le viole, mais il a quand même accepté le cessez-le-feu, plus ou moins. Alors hier, l'Iran a déclaré qu'il rouvrirait le détroit, conformément à l'accord conclu avec les États-Unis il y a 11 jours. Mais juste après que l'Iran a rouvert le détroit, Trump a annoncé que le blocus des ports iraniens resterait en place. Il a imposé le blocus parce que l'Iran, après avoir violé son cessez-le-feu au Liban, a maintenu le détroit fermé. Et donc il a imposé un blocus. Autrement dit, à cause du Liban, les États-Unis ont mis l'Iran sous blocus. Et apparemment, Vance a dit « Pourquoi l'Iran est-il tellement obsédé par le Liban ?» Je ne l'ai pas entendu moi-même, mais quelqu'un me l'a rapporté, comme si tuer des Libanais n'avait aucune importance. Mais l'Iran a répondu « Non, nous tiendrons bon ». Alors les Américains ont imposé un blocus à l'Iran. Et quand l'Iran a rouvert le détroit, Trump a déclaré « Nous allons maintenir le blocus sur les ports iraniens ». Immédiatement, les Iraniens ont répondu « Si c'est comme ça, alors le détroit d'Ormuz restera fermé ». C'est ainsi que Trump et Netanyahou ont déclenché cette crise mondiale. Et elle s'aggrave d'une minute à l'autre, littéralement d'une minute à l'autre. Nima. Et d'après les rapports, d'ici 1 à 2 semaines, les experts parlent d'un délai entre 1 et 2 semaines, la situation va devenir très grave. Et d'ici 3 à 4 semaines, l'économie mondiale risque de s'effondrer. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, à cause de ces monstres. Alors, si les Américains décident maintenant de lever le blocus sur les ports iraniens, ce qui veut dire en clair qu'ils empêchent l'entrée de nourriture et de médicaments, eh bien, s'ils lèvent ce blocus, le détroit d'Ormuz sera rouvert. Donc, tout dépend vraiment des Américains. Est-ce qu'il y aura plus de carburant, plus d'hélium, plus de pétrole, plus d'engrais sur le marché mondial? Parce qu'en ce moment, un très grand nombre de navires attendent dans le Golfe Persique le feu vert pour avancer. Oui. Professeur Marandi, voici ce que Donald Trump vient de déclarer il y a quelques instants. Il dit que nous avons de très bonnes discussions en cours avec l'Iran et que tout se passe très bien. Mais d'après ce que nous avons appris dans la dernière annonce, publiée il y a quelques minutes par le Conseil suprême de sécurité nationale, le point essentiel, c'est que le 10e jour de la guerre, les États-Unis ont commencé à envoyer des messages aux Iraniens. Alors, quel est exactement le processus de négociation ou les réflexions ou les messages que Donald Trump estime, d'une manière ou d'une autre, être en bonne voie? Je pense que tu connais déjà la réponse à ça. On ne peut jamais vraiment prendre au sérieux ce que dit Trump, ou même pas du tout. Mais j'ai quand même une impression, et je peux me tromper. Je l'ai d'ailleurs dit hier à plusieurs endroits, et je l'ai aussi tweeté, que peut-être Trump prétend que l'Iran a fait toutes sortes de concessions, qu'il ne financera plus le Hamas ni le Hezbollah, qu'il va, je ne sais pas, abandonner son programme nucléaire. Tous ces tweets dont tu parlais hier, toutes ces absurdités qu'il a sorties. Peut-être qu'il dit tout ça pour pouvoir plus tard affirmer que l'Iran avait pris des engagements, mais qu'il ne les a pas tenus, et donc qu'il est obligé d'attaquer l'Iran. Je crois que c'est ça en fait. Parce qu'en général, j'ignore Trump, je ne lis pas ce qu'il écrit, je n'écoute pas ses discours. J'ai arrêté depuis longtemps parce que je n'en tire absolument rien. Tout ce qu'il dit peut être contredit en 1 heure après le paragraphe suivant ou dans la journée. Il se contredit, il change d'avis, il ment beaucoup. Donc en général, je l'ignore. Mais hier, soudainement, ces publications sur les réseaux sociaux, les unes après les autres, je me suis dit que peut-être il lançait ces fausses affirmations pour pouvoir justifier plus tard une nouvelle attaque. Du genre, eh bien, l'Iran avait accepté tout ça, mais ils ne l'ont pas fait, donc ils mentaient, et maintenant, je dois les bombarder.
Je pense que c'est une interprétation plausible. Je ne dis pas que c'est la bonne. Ça peut très bien être juste la suite de toutes les absurdités qu'il raconte. Comme tu le disais à l'instant, il affirme que tout va bien. Je ne sais pas, je ne peux pas vraiment commenter Trump. Mais ce que je peux dire, Nima, c'est que pour moi, tout ce qui a fondé cette guerre repose sur une énorme tromperie. Oui. J'ai perdu ta voix. Oui. C'est bon maintenant? Te revoilà, oui. Tu as parlé de toute la guerre. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? J'ai dit quoi? Désolé, on m'a coupé où? Toute la guerre. Oui, toute la guerre. Oui, je pense que toute la guerre, pas seulement la guerre du Ramadan ou celle des 40 jours, mais aussi celle des 12 jours, toutes ont été fondées sur des erreurs de calcul. Les Américains pensaient, peut-être à cause des mensonges transmis à Trump par les services de renseignement israéliens ou simplement par leur propre naïveté, que l'Iran allait s'effondrer. Vous vous souvenez sûrement qu'au début de la guerre des 12 jours, ou presque au début, Trump avait parlé de reddition inconditionnelle. Et au début de cette guerre aussi, tout tournait autour de cette idée de reddition inconditionnelle. Puis après quelques jours, quand ils ont vu que malgré le martyre de l'ayatollah Khamenei et de plusieurs hauts commandants, les forces iraniennes continuaient à bien fonctionner, que le peuple était dans les rues et qu'il n'y avait pas de panique dans les banques, ni dans les supermarchés, ni dans les stations-service, ni rien de ce genre. Pendant quelques jours, ils n'arrêtaient pas de dire qu'il ne restait plus de missiles à l'Iran, qu'ils avaient détruit toutes ces bases de missiles et de drones. Puis ils se sont rendus compte que non, cette propagande ne marchait pas. L'Iran a continué à tirer des missiles et des drones, et les frappes ont même augmenté petit à petit. Alors, les Américains ont changé de position. Ils sont passés d'une demande de reddition sans condition à une proposition d'un plan en 15 points que l'Iran a rejeté. Ensuite, l'Iran a présenté son propre plan en 10 points que Trump a accepté. Il a accepté que ce plan serve de base aux négociations. C'est pour ça que l'Iran a accepté le cessez-le-feu, et ça, c'était une victoire majeure. Mais bien sûr, maintenant Trump essaie, comme l'a indiqué aujourd'hui le communiqué du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, d'imposer d'autres conditions qui n'ont rien à voir avec le plan en 10 points. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'au début de la guerre, les Américains parlaient de reddition sans condition. Et puis au bout de 10 jours, ils ont compris que nous n'allions pas perdre cette guerre. Même s'ils ont commis davantage d'atrocités et commencé à viser les infrastructures essentielles, ils ont échoué. Et donc, au final, ils ont dû s'arrêter. Et maintenant, nous en sommes là. Mais je pense qu'on se dirige à nouveau vers une guerre. Je n'en suis pas certain. Et certains de mes amis américains me disent que Trump veut peut-être simplement se retirer. Mais je pense que les risques de guerre sont très élevés. Et si une guerre éclate, elle ne devrait pas tarder à commencer, parce que le golfe Persique va devenir très chaud. Vous vivez dans le sud de l'Iran, votre famille vient du sud, vous savez mieux que moi de quoi je parle. Pendant la guerre Iran-Irak, j'étais au Khouzestan, dans le sud en été, et c'était vraiment très difficile. Très difficile. Et en journée, presque impossible. Alors, je pense que ça va chauffer. Vous voyez, je crois que si les Américains veulent lancer une attaque, ils doivent le faire plutôt tôt que tard. Mais le problème, c'est que si les Américains lancent une attaque, ils vont de nouveau viser les infrastructures essentielles de l'Iran, comme ils l'ont déjà fait auparavant. Cette fois, si l'Iran commence à viser, disons, l'électricité dans ces régimes du golfe Persique, ils vont riposter contre l'Iran parce qu'ils se sentiront coupables.
En plein été, ça obligerait tout le monde à partir. Des millions de personnes quitteraient le Qatar, les Émirats, le Koweït, et ainsi de suite. Des millions littéralement du jour au lendemain. Ils ne pourraient pas rester, la chaleur serait insupportable. Surtout pour ces gens riches qui vivent du pétrole et du gaz depuis des décennies. Ils ne pourraient plus continuer à y vivre. Donc on verrait des millions de personnes partir, littéralement du jour au lendemain, et ces régimes s'effondreraient. À mon avis, relancer la guerre serait une erreur catastrophique pour Trump, pour l'Empire américain. Je pense que cela mettrait probablement fin à ces régimes du Golfe Persique. Et ça provoquerait clairement, ça entraînerait cet effondrement économique mondial, celui dont on parle depuis un moment, parce qu'on va droit dans cette direction. Et ces 10-11 derniers jours depuis le cessez-le-feu, la situation n'a fait qu'empirer. Chaque jour, c'est pire. On se rapproche de plus en plus du point de bascule. Comme je l'ai dit, 1 à 2 semaines, 3 à 4 semaines. C'est comme ça qu'ils interprètent l'avenir de l'économie mondiale. Donc, on va devoir voir. Il y a bien sûr des points de vue différents, mais je pense que non. En fait, je ne pense pas. Je sais que les forces armées iraniennes se préparent jour et nuit. Et tout comme après la guerre de 12 jours, elles ont commencé à se préparer à un conflit plus large. Cette fois, elles se préparent pour la prochaine phase. D'après l'annonce du Conseil de sécurité nationale, l'un des points mentionnés dans les discussions indique que de nouvelles propositions ont été présentées par les Américains que la République islamique d'Iran est en train d'examiner et auxquelles elle n'a pas encore répondu. Professeur Marandi, pour commencer, vous savez, avant même de parler avec la partie américaine, il faut comprendre s'ils sont vraiment prêts à dialoguer ou s'ils veulent simplement continuer dans cette sorte de, disons, non-dialogue. Parce qu'on ne voit pas vraiment de compréhension profonde des causes réelles de ce qui se passe. Ils veulent aborder les choses de manière superficielle. Ils cherchent à résoudre le problème visible, celui qui est en surface, sans aller en profondeur, sans s'attaquer aux causes profondes du conflit. Voyez-vous, de la part des Américains, une quelconque volonté d'aller dans cette direction. Eh bien, je ne suis pas au courant de ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les nouvelles propositions américaines. La délégation pakistanaise qui est partie, je crois, hier soir, elle était ici depuis 2 ou 3 jours pour voir ce qu'il était possible de faire. Donc pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse définitive à votre question. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est ça, la nature d'un empire. L'empire, comme les sionistes, même si les sionistes, c'est encore pire. L'empire se considère comme exceptionnel. Et donc, il estime avoir des droits exceptionnels, des privilèges exceptionnels. Par conséquent, quand quelqu'un réclame la justice, pour eux, c'est tout simplement inacceptable. Le plan iranien en 10 points, que les gens devraient vraiment regarder, n'a rien d'extraordinaire. C'est un plan en 10 points tout à fait normal. Mais les Américains ne veulent pas le prendre au sérieux, parce que pour eux, traiter d'égal à égal n'a pas de sens. Vous savez, quand nous sommes allés au Pakistan pendant que nous étions là-bas, le Washington Post a publié un article d'opinion, et le Washington Post est très proche de la CIA, disant qu'il fallait tuer les négociateurs. Alors, quand nous rentrions, nous pensions qu'il y avait une vraie chance qu'ils abattent notre avion, les Américains ou les Israéliens. Voilà le genre de régime, le genre de mentalité à laquelle nous avons affaire, où les médias rivalisent avec le pouvoir pour encourager des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Donc pour obtenir la justice face aux États-Unis, il faut être ferme et tenir bon.
On a vu comment les Américains ont fait pression sur des pays du monde entier à propos des tarifs douaniers. Et le seul pays qui a vraiment tenu tête aux États-Unis, c'est la Chine, grâce à sa position, à sa puissance et à sa force. Donc, je ne suis pas très optimiste. Mais Nima, pour revenir à la guerre, je pense que les Américains se préparent clairement à une nouvelle phase de conflit. Je ne dis pas que ça va forcément arriver, mais je pense que c'est une possibilité sérieuse. Les Américains et les Israéliens se préparent. Les Iraniens aussi se préparent. Donc il se peut que cette période ait simplement servi à gagner du temps. Mais à mon avis, c'est une erreur de calcul, pour peut-être 4 raisons. La première, c'est que l'Iran aussi se prépare. Ce n'est pas comme si les forces armées iraniennes et le gouvernement étaient en vacances. Ils se préparent rapidement pour la prochaine phase. Le deuxième point, c'est que cette période de cessez-le-feu, à cause de leurs propres actions, le fait de ne pas avoir appliqué le cessez-le-feu au Liban et maintenant d'imposer un blocus sur les ports iraniens, a fait que le détroit d'Ormuz reste plus ou moins fermé. Du coup, la crise économique mondiale s'aggrave. Et maintenant, c'est encore pire, parce que même les navires iraniens ne passent plus. J'ai entendu différentes versions sur le nombre de navires iraniens qui arrivent à passer ou non. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, si certains navires passent ou pas. J'ai entendu plusieurs histoires, mais je ne sais pas laquelle est vraie. Je vais essayer de comprendre ça plus tard. Mais en tout cas, la situation devient pire qu'avant. Le rythme, le mouvement vers la catastrophe économique mondiale, s'accélère. Donc, ce temps qu'on essaye de gagner pousse le monde, et bien sûr les États-Unis, vers une crise majeure. Et puis, l'autre point, le troisième, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se dirige vers la saison chaude. Il va faire très chaud dans le sud d'ici un mois. Et là, ce sera tout simplement intenable. Même si les Américains, et je pense aussi les Iraniens, leur permettront sans doute de prendre un peu de territoire avant de les affronter dans les contre-attaques. Alors, ils vont les laisser, disons, occuper certaines zones ou peut-être des îles. Et ensuite, ils vont commencer à les frapper avec des missiles, des drones, à les harceler jour et nuit et à subir des pertes. Quand le temps va devenir chaud, étouffant, insupportable, ce sera terrible pour leur morale. Donc je pense que ces 3 raisons, plus une 4e, c'est que le monde en a de plus en plus assez des États-Unis et du régime israélien. Déclencher une nouvelle guerre va provoquer encore plus de colère, surtout qu'on est tout près d'une crise économique qui risque d'exploser. Alors non, je ne pense pas que ce que font les États-Unis soit intelligent. Pour moi, c'est un acte de désespoir. Mais encore une fois, certains pensent que les États-Unis ne vont pas aller jusque-là. Mais dans le communiqué du Conseil suprême de sécurité nationale, celui dont vous parliez et qui vient tout juste de sortir avant l'émission, il est aussi indiqué que l'Iran va prélever des droits sur les navires et qu'il restera maître du détroit d'Ormuz. À mon avis, c'est un tournant majeur. C'est là que les États-Unis, dans cette guerre, ainsi que le régime sioniste, ont commis une erreur catastrophique. Parce qu'à l'origine, l'Iran n'avait aucune ambition de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. On le sait bien. Tout fonctionnait normalement, même pendant les sanctions. Mais maintenant, dans ces conditions, les Iraniens ont décidé de s'emparer du détroit et ils n'ont pas l'intention de le rendre. Et ça change durablement l'équilibre des forces dans la région et même dans le monde. Donc, peu importe ce que feront les Américains, les Iraniens ne renonceront jamais au détroit d'Ormuz. Jamais. Et ces dictatures du Golfe Persique, ces régimes familiaux, vont devoir faire face à une nouvelle réalité. Je pense donc qu'on peut dire que les forces de l'Empire dans la région vont s'affaiblir, tandis que l'axe de la résistance, lui, va se renforcer. Et même s'il y a une autre guerre,
Je ne crois pas que ça changera quoi que ce soit. Ce sera probablement encore pire pour les États-Unis, parce que quand ils seront vaincus, et je suis sûr que si et quand ils déclenchent la guerre, ils le seront, les médias occidentaux, même ceux qui s'opposent à Trump, parleront de leur victoire, de la prise des îles et de la bravoure des soldats américains. Mais cette propagande ne durera que quelques jours, comme la guerre de 12 jours, ou la guerre du Ramadan, ou encore la guerre de 40 jours. Au bout de quelques jours, on comprend que ça ne va pas bien se passer, que ça ne va pas bien se terminer, ni pour les États-Unis, ni pour beaucoup de gens en Iran. Et on en a parlé dès le début de la guerre, ensemble. Beaucoup en Iran veulent que cette guerre continue, non pas parce qu'ils aiment la guerre. Personne n'aime la guerre, mais parce qu'ils disent qu'il faut affronter les Américains, les troupes de Trump, pour que les États-Unis, à l'avenir, n'envisagent plus jamais d'attaquer l'Iran. En fait, le vice-président de l'Iran en a parlé. Il a dit que si nous ne pouvions pas y parvenir par la négociation, nous y parviendrions sûrement sur le champ de bataille. C'est ça, la réalité de ce qui se passe. Et, professeur Marandi, on sait que... Attendez, juste une chose, Nima. Le vice-président de l'Iran, c'était bien le vice-président, très proche de l'ancien président Khatami. Donc là, on parle d'un large spectre politique en Iran, tous disant que ça suffit, que le pays doit rester ferme. Alors pensez que Trump ou n'importe qui en Occident pourrait diviser le président, ou qu'il existerait une sorte de fracture entre, et on le voit aussi en ligne, malheureusement, entre le ministère des Affaires étrangères, le président et les forces armées. C'est absurde. Tout le monde sait que la seule voie possible aujourd'hui, c'est que l'Iran reste déterminé. Everyone knows that the only way forward right now is for Iran to be steadfast. And everyone knows that Trump is... Et tout le monde sait que Trump n'est pas honnête et que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements. Alors, quand le premier vice-président dit ça, il a exactement le ton d'un commandant militaire. Et je pense que c'est quelque chose dont les gens devraient vraiment prendre note. Vous avez mentionné le détroit d'Ormuz, qui est l'un de ces sujets. Enfin, quiconque suit les médias persans, les médias iraniens, comprend bien le ton employé. Et comme nous l'avons déjà dit, le professeur Marandi vient de le rappeler, ils affirment que le détroit restera sous le contrôle du gouvernement iranien. Mais quand on parle du programme nucléaire de l'Iran, hier, Donald Trump a déclaré qu'ils allaient abandonner l'uranium enrichi, qu'ils allaient nous l'envoyer. Et ça, qu'est-ce que c'était exactement? Qui sait ce que Trump a dit hier? Le docteur Kalibov a expliqué que Trump avait fait 7 affirmations et que toutes étaient fausses. Donc, encore une fois, la seule façon pour moi de donner un sens à ce qu'il a dit hier, c'est de penser qu'il lance toutes ces déclarations extravagantes, complètement absurdes, pour pouvoir dire plus tard, les Iraniens avaient promis tout ça, mais ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ce serait un mensonge. Les Iraniens, évidemment, n'ont rien promis du tout. Mais s'il veut aller à la guerre, il pourrait dire « Il m'avait dit qu'il ferait ces choses-là. Ils ne les ont pas faites, donc je dois les bombarder. » Cette interprétation, elle, tient la route. Mais encore une fois, Trump a dit tellement de choses insensées au fil des années, et surtout ces derniers mois, notamment à propos de l'Iran, que ce n'est qu'une interprétation parmi d'autres. La deuxième, ce serait simplement que c'est le Trump habituel, anormal, mais habituel. Quelle est la nature de la communication, professeur Marandi? On a eu cet appel téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue saoudien. Mais est-ce qu'il y a d'autres contacts, d'autres discussions entre l'Iran et les pays du CCG pour les prévenir?
Parce que comme vous l'avez dit, la guerre semble approcher d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens s'y attendent en Iran, en tout cas. Les médias persans parlent d'une guerre imminente et tout le monde s'y prépare dans le pays. Mais quel est exactement le niveau de communication entre l'Iran et les pays du CCG qui feraient partie du conflit si la guerre éclatait à nouveau? Eh bien, évidemment, Oman a choisi une certaine approche. Et le Qatar, après que l'Iran a riposté et les a frappés très durement, leurs installations gazières, a changé de position et adopté une attitude, disons, plus raisonnable. Ou prudent. Oui, et aussi plus raisonnable. Pas parce qu'ils sont sincères, mais parce qu'ils ont compris que l'Iran est puissant et que les États-Unis ne peuvent pas le vaincre. En fait, Nima, j'ai parlé, je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'ai parlé avec des diplomates, avec des chercheurs de différents pays, et tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit que leur gouvernement et leurs responsables politiques sont choqués. J'utilise moi-même le mot choqué, mais c'est bien ce qu'ils veulent dire. À quel point la nation iranienne est efficace et puissante. À quel point le peuple iranien reste déterminé. Comment les forces armées fonctionnent et comment les alliés de l'Iran étaient tous bien coordonnés entre eux. Ils sont tous stupéfaits, des pays importants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. Mais en ce qui concerne l'Arabie saoudite, je ne sais pas vraiment ce qui se passe en coulisses, ni ce qui a été dit entre les deux parties. En revanche, le pays qui pousse actuellement à la guerre, ce sont les Émirats. Et ça se comprend, puisqu'ils sont les plus proches du régime israélien. Donc ils poussent à une nouvelle guerre, ce qui est insensé, parce que cette fois, l'Iran les éliminera, probablement en premier. Mais je ne suis pas tout à fait sûr de la position de l'Arabie saoudite en ce moment. Si on regarde les médias occidentaux, au début, ils disaient que les Saoudiens, et pas seulement au début, pendant un bon moment, soutenaient l'assaut contre l'Iran. Et bien sûr, les Saoudiens ont beaucoup aidé à l'effort de guerre. Ils l'ont financé. Je crois qu'on en a déjà parlé. Les Émiratis, les Saoudiens et le Qatar financent tous l'effort de guerre, celui des forces armées américaines. Les trois. Le Qatar, un peu moins, apparemment pour des raisons techniques. Je ne suis pas sûr pour Bahreïn. Je n'ai rien entendu à propos du Koweït. Mais en tout cas, les Saoudiens ont été, enfin plus récemment, on entend dire, je ne dis pas que c'est absolument vrai, que les Saoudiens maintenant ne veulent plus que ça continue. Je ne sais pas, mais ça me paraît logique, parce qu'ils ont beaucoup perdu. Chaque jour qui passe, ces régimes arabes en souffrent. C'est vrai, les Saoudiens exportent peut-être en moyenne 4 millions de barils par jour depuis la mer Rouge, mais les dégâts sont importants. Le prix du pétrole a augmenté, certes, mais beaucoup de leurs usines pétrochimiques sont de ce côté-là. Leurs exportations ont baissé. Plusieurs de leurs installations ont été endommagées. La plupart de leurs complexes pétrochimiques et de leur industrie liée au pétrole se trouvent près du golfe Persique. Certains sont le long de la mer Rouge, mais la plupart sont ici. Donc les Saoudiens souffrent, c'est évident. Et leur commerce habituel, la majorité passe par le golfe Persique. Et puis il y a d'autres pays aussi. Chaque jour qui passe rend les choses plus difficiles pour eux. Il serait logique qu'ils veuillent en finir. Mais je pense simplement que les risques de guerre sont très élevés. Les Israéliens la veulent. Netanyahou la veut. Les sionistes à Washington la veulent. Comme Joe Kent l'a dit au début, quand il a démissionné, cette guerre ne concerne pas les États-Unis. L'Iran ne représente aucune menace. Cette guerre n'a rien à voir avec les armes nucléaires. L'Iran n'en produit pas. C'est une question de sionisme, de lobby sioniste et du régime israélien. Et je pense qu'en ce moment, si la guerre reprend, ce sera la raison pour laquelle nous aurons la guerre.
Vous attendez une nouvelle série de négociations prochainement? Je veux dire, soyons très clairs, comme toujours. On m'a prévenu seulement quelques jours avant, peut-être 2 ou 3, je ne sais plus trop, avant la session précédente. On m'a demandé si je voulais y aller. Et j'ai dit que je préférais éviter. Parce que vous voyez, le trajet jusqu'au Pakistan prend des heures et le retour aussi. Et pendant tout ce temps-là, je peux travailler en ligne puisque j'ai pratiquement abandonné mon cours. Mes étudiants doivent sans doute me détester parce que je suis devenu un prof épouvantable. Mais en ce moment, je me concentre sur la guerre et tout ce qui s'y rattache. Franchement, je suis terrible. Je leur ai présenté mes excuses à tous. Je suis devenu terrible. Mais j'ai dit que je préférais rester ici parce que j'aurais perdu beaucoup de temps pendant le vol, vu qu'il n'y a pas de connexion Internet dans les avions. Mais j'ai ajouté, si vous voulez que j'y aille, j'irai. Et là, littéralement, ils m'ont appelé, je ne sais plus à quelle heure, peut-être vers 2 heures de l'après-midi, et ils m'ont dit, soyez à l'aéroport dans 1 heure. Et vous savez que l'aéroport Imam Khomeini est en dehors de Téhéran. Alors j'ai répondu, je ne peux pas être là-bas en 1 heure. Et ils m'ont dit, essayez d'y arriver le plus vite possible. Donc je me suis préparé, je suis parti, et j'y suis arrivé en 2 heures. Je ne suis pas dans la confidence. Vous savez, je ne fais pas partie des négociateurs ni de quoi que ce soit de ce genre. J'ai parlé à des gens à l'aéroport, dans l'avion, quand on est arrivé. Je n'ai pas les détails. Je ne sais pas s'ils y retournent. Personne ne m'a contacté. Donc j'en déduis que pour l'instant, il ne se passe rien. Mais bon, peut-être que cette fois, ils ne me demanderont pas d'y aller. D'après ce que je comprends, aucune décision n'a encore été prise. Et le communiqué du Conseil suprême de sécurité nationale dit en gros la même chose, qu'aucune décision n'a été prise. Donc pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura une deuxième série de discussions. L'autre point important dans l'annonce de cette déclaration du Conseil suprême de sécurité nationale, c'est la question de la fin de la guerre sur tous les fronts. On sait ce que l'Iran a fait dans le cas du Liban. Ils ont essayé de mettre beaucoup de pression sur les États-Unis pour ensuite pousser Netanyahou et son gouvernement à agir en faveur d'un cessez-le-feu. Et quand on regarde la déclaration du Premier ministre libanais, il ne mentionne pas l'Iran. Il remercie l'Arabie saoudite. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays où cela s'est produit. Mais le cessez-le-feu, c'était bien à cause de la pression iranienne sur les États-Unis. N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il le sait. Tout le monde le sait. Seul un fou penserait le contraire. D'ailleurs, quand l'Iran parle de tous les fronts, ce n'est pas seulement le Liban, ça veut dire Gaza, ça veut dire toute l'Asie de l'Ouest. Mais si le Liban a été mentionné, c'est à cause de l'assaut qui visait le peuple libanais, de ce massacre de masse. Plus de 2000 personnes ont été tuées pendant cette période au cours de cette offensive génocidaire. Mais oui, bien sûr, le Premier ministre libanais. Enfin, le Premier ministre libanais a du sang libanais sur les mains parce que ce cessez-le-feu était sur le point d'être appliqué. Et puis, il a comploté avec Netanyahou et aussi avec le président du Liban. Ils ont conspiré avec le régime israélien et avec Trump pour dire non, nous ne faisons pas partie du cessez-le-feu. Ils auraient pourtant pu avoir un cessez-le-feu sans aucun coût politique, sans payer le moindre prix, sans faire la moindre concession à qui que ce soit, parce que les Iraniens le faisaient à leur place. Ils auraient pu simplement attendre, recevoir le résultat, puis avoir le cessez-le-feu et ensuite faire ce qu'ils voulaient. Mais non, ils ont choisi d'aider Netanyahou et Trump à saboter le cessez-le-feu en disant « Non, non, nous suivons une autre voie ». En réalité, ils voulaient que les Israéliens bombardent le Liban.
they wanted the Israelis to bomb Lebanon. They wanted the Israelis to bomb people in the south. Ils voulaient que les Israéliens bombardent les gens dans le sud et ailleurs pour affaiblir la résistance et ceux qui la soutiennent. Autrement dit, ils voulaient que des femmes et des enfants soient massacrés. Et l'histoire s'en souviendra. C'est un moment très très sombre de l'histoire du Liban. Et avec le temps, quand les enfants de tout le pays grandiront, quand les émotions se seront apaisées et que les gens regarderont les choses avec recul, à part bien sûr ceux qui sont des agents de l'Occident, payés pour l'être, et ils sont nombreux au Liban, eh bien à part eux, tout le monde se souviendra de ce moment sombre, très sombre de l'histoire libanaise. Et le Premier ministre, comme le Président, seront rappelés pour cela. Mais oui, la seule raison pour laquelle Netanyahou s'est arrêté, c'est parce qu'il y a été forcé. Et la raison pour laquelle il a été obligé d'arrêter, c'est vrai. Je pense que la menace iranienne de frapper les Israéliens a fait pencher la balance. Mais la vraie raison, à mon avis, c'est que le détroit d'Ormuz restait bloqué. Et ça, je pense que c'est la stratégie iranienne. Pousser les États-Unis à bout sur le plan économique, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à un point où, au lieu de penser d'abord à Israël, la Maison-Blanche et les élites politiques commencent à raisonner comme des Américains ordinaires. Il faut d'abord défendre nos propres intérêts. Et chaque fois qu'ils sont contraints de mettre leurs intérêts en premier, c'est le début d'une solution dans notre région. Donc, je pense que Trump a forcé Netanyahou à accepter le cessez-le-feu. Netanyahou a résisté. L'Iran a ajouté une menace supplémentaire. Mais la principale raison, bien sûr, c'est la résistance et la détermination des partisans de la résistance au Liban. Ce sont eux la raison numéro 1 pour laquelle le régime a été contraint d'accepter le cessez-le-feu. C'est vraiment la raison principale. Leur héroïsme. Ce sont des étoiles brillantes de l'humanité. Il faut s'en souvenir. Ils ont fait tous ces sacrifices parce qu'ils détournaient l'armée sioniste du génocide à Gaza. Ils ont sacrifié les leurs pour aider à sauver un autre peuple. Mais avant tout, après cela, il y a eu la pression économique, qui à l'heure où nous parlons, continue de s'intensifier. Et c'est là que, selon moi, le sionisme est en difficulté. Parce que non seulement le sionisme est aujourd'hui méprisé dans le monde entier, vu pour ce qu'il est, comme une sorte de peuple élu, une race dominante qui tue jour et nuit, qui tire sur des enfants. Même maintenant, il tire sur des petites filles à Gaza. Il bombarde des familles. Au Liban, juste avant le cessez-le-feu, dans les toutes dernières secondes, ils ont bombardé un immeuble, tuant tout le monde à l'intérieur. Ils ont bombardé des secouristes. Ils ont tué un grand nombre de soignants. Les récits qui viennent du Liban montrent à quel point ces sionistes se comportent comme des monstres. Mais le monde s'est retourné contre eux. Et le peuple américain, lui aussi, commence à se retourner contre eux. Mais maintenant, les élites américaines doivent commencer à se demander, est-ce qu'on veut vraiment détruire notre économie, ruiner l'économie mondiale, plonger dans une dépression économique à cause de ces sionistes? C'est là que, selon moi, et je peux me tromper, c'est ce qui a poussé Trump à forcer Netanyahou, ou plutôt les États-Unis, peut-être pas Trump personnellement, mais les élites politiques américaines, à obliger Netanyahou à accepter un cessez-le-feu. Parce que les Américains, les élites américaines à Washington, commencent enfin à se dire « là, ça devient dangereux pour nous ». Les pénuries de carburant, d'engrais, d'hélium, tout ça va mettre une énorme pression sur notre économie. À un moment où nos soi-disant alliés, nos intermédiaires, ou disons, je pourrais employer des mots plus durs, mais je ne le ferai pas. Mais vous savez, notre économie, l'économie américaine, est déjà en assez mauvais état et la situation continue de se dégrader. Donc je pense qu'on peut dire que pour une fois, les États-Unis ont commencé ne serait-ce qu'un instant à regarder la situation d'un point de vue vraiment américain.
Pas parce que c'est dans la nature de l'élite politique, mais parce que les choses deviennent très dangereuses. Je crois vraiment que les gens ne se rendent pas compte à quel point la situation va devenir grave. L'économie mondiale est au bord de la catastrophe. Et comme je l'ai dit, d'ici 1 à 2 semaines, ça va s'aggraver de façon significative. Dans 3 à 4 semaines, on dit que ce sera vraiment très mauvais. Donc je pense qu'au moins certaines personnes en ont conscience, même si les Américains ordinaires ne sont pas informés de tout ça, et qu'ils commencent à s'inquiéter. Je vois beaucoup d'inquiétudes chez les Iraniens et les Libanais, parce qu'ils disent, d'une certaine manière, que Daesh et Israël essaient de faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire sur le champ de bataille. Israël cherchait, dans son esprit, à désarmer le Hezbollah. C'est leur principal objectif, vaincre le Hezbollah. Mais ils n'ont pas pu le faire militairement, et ils se faisaient frapper par les forces du Hezbollah. Le Hezbollah s'en est très bien sorti ces dernières semaines. Exceptionnellement bien, même. Et ça montre encore une fois que toutes ces analyses qui disaient que le Hezbollah était vaincu, que le Hezbollah n'existait plus, tout ça, c'était n'importe quoi. Le Hezbollah est encerclé, pourtant. Al-Qaïda et Daesh, les supplétifs des États-Unis, contrôlent maintenant la Syrie. Et puis il y a le régime israélien. Et à Beyrouth, on a les marionnettes américaines. Mais malgré tout ça, ce qu'ils ont infligé au régime israélien ces dernières semaines est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent qu'ils veulent déclencher une guerre civile au Liban. L'idée serait de pousser le Hezbollah et le gouvernement à s'affronter pour qu'Israël puisse s'emparer de la partie sud du pays. C'est bien là le problème. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tracé une ligne jaune dans le sud du Liban, la même ligne jaune qu'ils ont tracée à Gaza. Ce ne sont pas de bons signes. Si le gouvernement libanais tient vraiment à la souveraineté du Liban. Oui, vous avez raison. Mais il y a quand même 2 ou 3 choses qui ont changé. D'abord, on se dirige vers une crise économique mondiale, et Israël va en être tenu pour responsable. Et qui contrôle le détroit d'Ormuz? L'Iran. L'équilibre des forces a basculé. Le régime israélien a été contraint d'accepter un cessez-le-feu. Et maintenant, il dit, on a cette guerre, la ligne jaune, et ensuite, on commencera à faire exploser des immeubles et des maisons, juste par vengeance. C'est ce qu'ils font à Gaza. Ce sont des monstres. On ne s'attend pas à autre chose. Ils tirent sur des enfants. Ils aiment tuer des enfants. Et les journalistes occidentaux, les élites occidentales, ça ne les dérange pas. Rappelez-vous la classe Epstein. Regardez ce qu'ils ont fait à toutes ces jeunes filles. Alors, vous savez, la classe Epstein et ceux qui travaillent pour elle, vous attendez vraiment qu'ils s'indignent de ce qu'on fait subir aux enfants au Liban et à Gaza. Bien sûr que non. Ces journalistes ne sont que des agents de l'Empire, les agents de l'oligarchie, cette oligarchie totalement corrompue. Mais l'équilibre des forces a changé et nous sommes patients. Souvenez-vous, l'occupation du Liban a duré 18 ans. Les Israéliens ont occupé le Liban en 1982. Ils ont pris Beyrouth et le Hezbollah est né de cette occupation. Et en 2000, 18 ans plus tard, ils les ont chassés du Liban. Israël ne restera pas 18 ans au Liban. Le monde change très vite et l'axe de la résistance grandit. L'axe de la résistance devient populaire partout dans le monde. C'est impressionnant. C'est incroyable à quel point la République islamique d'Iran, l'Ayatollah Khamenei et l'axe de la résistance sont devenus populaires. Franchement, c'est stupéfiant, ce changement soudain dans l'opinion publique mondiale. Les gens voient à travers la propagande. Ils voient qui soutient réellement le peuple palestinien et qui complique les choses. Alors non, je ne suis pas inquiet, mais ça me rend triste. Chaque mort me touche. Depuis un peu plus de 20 ans, j'ai été très actif, toi aussi,
et tant d'autres. On a vu tellement d'images. Parfois, il y a eu des nuits où je n'arrivais pas à dormir, quand c'était vraiment insupportable. Comme tout le monde, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu prends ton téléphone et tu tombes sur des vidéos, sur des actes révoltants commis par ces individus. Mais la situation est en train de changer et je ne vois pas de scénario où les États-Unis. Franchement, je n'ai jamais vu un peuple aussi sûr de lui que le peuple iranien. Et quand on parle de guerre en ce moment, ils répondent « oui, d'accord ». Je rappelle souvent ce que le général Soleimani disait. Nous sommes la nation du martyr et nous sommes la nation de l'imam Hussein. Et c'est vrai, on le voit vraiment chez les Iraniens. C'est en grande partie ce qui a provoqué ce tournant dans la région. Donc non, ce ne sera pas fini demain. Ces créatures vont continuer à massacrer des femmes et des enfants. Mais pour moi, c'est le début de la fin du sionisme. Ça prendra du temps, mais ça arrivera. Pensez-vous qu'il faudra trop de temps pour établir une communication vraiment constructive entre l'Iran et les pays du CCG afin d'obtenir quelque chose de concret dans la région? Ils vont devoir accepter la nouvelle réalité. D'abord, ils ont compris que les États-Unis ne se soucient pas d'eux. Les États-Unis ne se préoccupent que d'Israël. Ils ne s'intéressent pas à eux, pas du tout. Ils les exploitent. L'Iran, lui, ne cherche pas à les exploiter. L'Iran dit simplement « ne permettez pas à d'autres de bombarder notre pays ». Ce n'est pas une grande exigence, ce n'est rien d'extraordinaire. Ces régimes, le Qatar, les Saoudiens, les Émiratis, ont permis aux Bahrainis et à d'autres d'utiliser leur territoire contre l'Irak. Ils ont aussi permis leur territoire soit utilisé contre Syrie. Ils ont permis que leur territoire soit utilisé contre le Yémen et contre l'Iran. Ça, c'est terminé. À eux de voir s'ils acceptent cette nouvelle réalité. Sinon, je ne pense pas qu'ils tiendront longtemps. Je pense qu'on verra de nouveaux régimes arriver au pouvoir. Et ce serait une bonne chose si à la place, on avait de vraies personnes à la tête du Qatar. Vous savez, le peuple du Qatar, les gens qui y vivent. Des citoyens ordinaires qui prennent les décisions aux Émirats, à Bahreïn et au Koweït. Je crois qu'on vivrait alors dans une région bien plus prospère et bien plus intégrée. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Merci beaucoup, Nima. C'est toujours un honneur d'être invité dans votre émission.